qu'il y a quand même très peu de chances qu'il y ait un espèce de Big Bang européen où tout d'un coup l'extrême droite prend le pouvoir au Parlement européen. Avec plus de 30% des intentions de vote, le Rassemblement national se place en tête dans les sondages pour les élections européennes. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Faut pas juste s'attacher aux sondages pour évaluer une dynamique de campagne. C'est quoi la place que pourrait prendre le RN et l'extrême droite au sein de l'Union européenne ? L'extrême droite a une forme de poids sur la politique européenne puisqu'elle est au pouvoir dans certains pays. Qu'est-ce que ça signifie pour l'élection présidentielle en France ? Encore une fois, le RN est sur un chemin dont l'horizon est 2027. Alors on a réuni Lucie Alexandre, journaliste pour la newsletter chez Paul. Aujourd'hui, les insoumis, ils disent aux autres, en gros, si le RN arrive en tête, c'est de votre faute parce que vous n'avez pas voulu que la gauche soit unie. Jonathan Boucher-Petersen, notre chroniqueur politique. Aujourd'hui, on a un Jordan Bardella qui, parce qu'il est devenu président du RN, parce qu'il est tête de liste aux européennes, est évidemment beaucoup plus soyeux. Et Nicolas Massol, spécialiste de l'extrême droite à Libération. La façon dont Marine Le Pen considérait l'Europe, à savoir comme une pompe à fric. Pour comprendre comment l'extrême droite projette son ombre sur les élections européennes. La diabolisation ne marche plus, ou de moins en moins. Et finalement, diaboliser le RN aujourd'hui, c'est le mettre au centre du jeu. Donc finalement, c'est encore lui rendre service, puisque c'est lui l'adversaire numéro 1. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libé, on publie des entretiens comme ça tous les samedis midi. D'ici là, je vous souhaite un bon visionnage. Qu'est-ce qui explique, là aujourd'hui, que dans les intentions de vote, le RN a une place aussi importante dans ces élections européennes ? Peut-être Nicolas pour commencer ? Ouais, je pensais... Tu préfères que ce soit Lucie qui commence ? Qu'est-ce qui explique le RN est structurellement haut dans pas mal d'élections, surtout les nationales, quoi, étant donné que Marine Le Pen a fait s'est hissée à la finale de 2022, que ensuite les législatives lui ont donné 89 puis 88 députés, voilà quoi, la NUPES, enfin la dynamique de la NUPES étant un peu effritée depuis 2 ans, le RN apparaît comme l'une des principales forces d'opposition, voire la seule parfois force d'opposition, et donc voilà quoi, attire à soi tous les tous les anti-Macron, une partie des anti-Macron quoi, pardon. C'est ce que quelqu'un dit dans le chat. Alors pense à bien parler dans le micro. Il y a quelqu'un qui pose une question, Foucard. Est-ce que des personnes qui votent des fois Mélenchon peuvent voter RN pour faire barrage à Macron ? Donc effectivement, il y a... c'est un peu le pari de part et d'autre, en tout cas. Enfin, quand on entend Jean-Luc Mélenchon s'adresser aux fâchés, pas fachos, c'est l'idée de décrocher un certain nombre de personnes qui votent pour le RN d'abord pour des raisons de vote, de rejet de la politique macroniste, et sûrement que de l'autre côté, comme il y a quand même un constat d'échec, ou en tout cas une sévérité à l'égard de l'Union européenne qu'ils ont en commun. Après, je pense qu'il faut pas trop fantasmer. Il y a un socle RN qui existe par lui-même. Marine Le Pen, en 2014, elle faisait 24,86% en tête de liste. Ils étaient déjà en tête de ces élections européennes. Ils ont reproduit ça en 2019 avec aussi autour de 23,5%. Donc voilà, il y a clairement un score qui est plus important. Moi, je trouve qu'ils sont aussi très forts de la faiblesse de leurs adversaires. C'est qu'on a plutôt le sentiment que le macronisme a détruit une partie de la gauche qui s'est reconstituée à travers LFI, mais qui a toujours du mal dans cette élection, que la NUP, comme disait Nicolas, n'a pas d'existence dans cette élection, que la droite est toujours très faible, et que le macronisme, au milieu du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, semble en grande difficulté pour reproduire un semblant de match ou de coude à coude avec le RN. Donc il y a une fenêtre qui est clairement favorable à l'extrême droite, mais on découvre pas à l'occasion de ces élections européenne que l'extrême droite en France, ça pèse fort dans les urnes. Et est-ce que cet éclatement, c'est d'autant plus marquant pour les élections européennes ? Oui, parce que c'est une élection qui traditionnellement, même quand les camps sont moins divisés, a tendance à laisser la possibilité à chacun d'aller sous ses couleurs. C'est ce qu'on a vu à chaque fois. Si on prend la gauche, ça a été un des arguments d'ailleurs pour que la NUP y aille chacun de son côté, en disant ce qui compte, c'est où on siège au Parlement européen. C'est qu'après tout ça fait bloc et amène potentiellement plus de députés. C'est l'argument en tout cas, d'eurodéputés. Donc oui, c'est une élection qui par nature, parce qu'elle demande pas beaucoup de financement, 2 parce que c'est une élection de liste à la proportionnelle, favorise l'envie pour chacun d'y aller sous ses propres couleurs. J'ai vu une question qui était déjà intéressante dans le chat, que vous allez peut-être pouvoir nous répondre, Nicolas et Lucie. C'est Edralos qui nous la pose. Déjà, quels ont été les bilans précédents des députés européens RN ? Est-ce qu'ils ont fait des propositions ou autre chose ?
Alors en fait depuis 2014 en fait c'est 2014 c'est vraiment le moment où le FN de Marine Le Pen entre en force au Parlement européen. Donc le RN avant que ça devienne le RN. Voilà, c'est ça, ouais. C'était à l'époque c'était encore le FN en fait. Et il rentre au Parlement européen à défaut de pouvoir rentrer à l'Assemblée à l'époque aussi. Exactement. En 2012 Marine Le Pen fait 18%, il y a 2 députés FN, Gilbert Collard et Marion Maréchal Le Pen à l'époque. En 2014 vu le scrutin, ce qu'a expliqué Jonathan, ils arrivent en force à Bruxelles et là en fait concrètement les services du Parlement européen sont mis au service, l'argent du Parlement européen est mis au service en fait de la machine FN. Donc c'est toute l'histoire des assistants parlementaires fictifs, donc c'est qui devra être jugé en septembre, où en fait le Marine Le Pen, le FN de l'époque a utilisé les moyens, c'est-à-dire en fait mise à disposition par le Parlement européen à ses députés, donc en termes d'emploi, d'assistants parlementaires, etc., pour en fait faire travailler ces gens-là pour le parti. Donc en fait c'est typiquement une façon de voir la façon dont Marine Le Pen considérait l'Europe, à savoir comme une pompe à fric. Marine Le Pen ne travaillait pas, ne se rendait quasiment jamais à Bruxelles. Elle allait au plénière de Strasbourg parce que si vous n'allez pas au plénière de Strasbourg, vous recevez une pénalité de mandat, donc vous touchez pas l'argent, et l'argent c'est quelque chose qui dans la famille Le Pen compte. Et aussi il y avait mais bon, c'était pas uniquement quelque chose de vénal, hein. C'était aussi une vraie vision politique. Marine Le Pen et son parti étant eurosceptiques, voire même europhobes, il était hors de question de considérer que l'Europe, le Parlement européen, ait des compétences sur un certain nombre de sujets. Donc en fait, il était par exemple hors de question de légiférer sur les frontières, sur une force pour garder les frontières. Sur tout un tas de transferts de souveraineté, c'était niette. Donc à partir de ce moment-là, le FN ne travaillait pas et le justifiait en disant on travaille pas parce qu'on est contre l'Europe. Et c'était vraiment la ligne du FN depuis 1984. Et c'était un peu le pari de l'effondrement de l'Union européenne, de dire qu'il y avait des questionnements déjà à l'égard de l'Union européenne, dans une logique d'élargissement, dans une logique de transfert de souveraineté. Ça, c'est des sujets qui traversent le champ politique et les citoyens depuis longtemps. Et il y avait quand même, on a senti toute une évolution dans la façon de se positionner à l'égard de l'Union européenne. C'était l'époque du Frexit dans la tête de beaucoup de responsables. C'était plus ou moins formulé parce qu'ils se sont rendus compte que ça inquiétait aussi un certain nombre de populations, notamment les électeurs les plus âgés. Mais voilà, il y avait quand même cette tentation de dire nous on est d'abord une nation et exclusivement une nation, avant d'avoir le discours d'aujourd'hui qui est beaucoup plus nuancé, et parce que l'extrême droite a augmenté aussi dans d'autres pays d'Europe et qu'ils ont aujourd'hui le fantasme, on y reviendra sûrement, mais qui reste très compliqué parce que les groupes sont très éclatés à l'échelle européenne et que les extrêmes droites sont très plurielles derrière ce sigle commun, mais il y a plutôt la volonté d'aller peser au sein de l'Union européenne que d'attendre patiemment son effondrement. Attends, et je finis juste là-dessus, ça a un petit peu changé en 2019 parce que la stratégie du coup de Frexit, de sortie de l'euro, de Philippot qui est parti, de Florian Philippot qui était vraiment le maître œuvre horloger de cette stratégie, est parti du coup en 2017-2018, et donc en 2019 le RN est arrivé au Parlement européen avec la volonté d'être un peu plus européen, donc de participer un petit peu plus. Le bilan de ces derniers 5 ans, mine de rien, est quasi nul. C'est-à-dire que quand vous êtes député européen, vous battez pour avoir des rapports qui ensuite sont votés en commission, etc. Le RN ne s'est jamais battu pour avoir des rapports. Il y a eu un rapport d'un député européen qui s'appelle Gilles Le Breton qui a été voté, c'est le seul. Et d'ailleurs, pour dire l'intérêt que le RN porte au travail parlementaire au Parlement européen, ce type-là, donc Gilles Le Breton, qui a vu son rapport voté par des gens qui n'étaient pas d'extrême droite, donc c'est quand même une victoire politique. C'est ce que fait le RN à l'Assemblée nationale, à savoir dès que quelqu'un vote avec le RN, c'est une victoire politique. Ça prouve qu'il se décloisonne, etc. Le RN l'a fait une fois au Parlement européen, et ce type-là n'est pas reconduit sur la liste en 2024. Donc en fait, ça montre qu'ils n'ont pas d'intérêt. Quant à Jordan Bardella, typiquement, Jordan Bardella n'a déposé que moins de 10 amendements, n'a évidemment eu aucun rapport, et n'était présent qu'aux plénières. Donc globalement, le bilan est nul. Mais c'est pas là-dessus que se joue l'élection, hein, quand même. Et c'est pas là-dessus que se joue l'élection. Mais il y a sur le bilan de l'extrême droite au sein et notamment du RN au sein du Parlement européen, il y a quand même il leur est posé une limite.
notamment liées à une forme de barrage. C'est ce qu'on appelle le cordon sanitaire. Lucie, tu peux peut-être nous expliquer ce que c'est le cordon sanitaire au sein de... Alors, du coup, ce qu'on appelle le cordon sanitaire au niveau européen et au niveau français, ça voulait pas dire forcément la même chose, sachant que à chaque fois quand on parle de cordon sanitaire, il y a des trucs un peu symboliques et il y a des trucs concrets dans les assemblées. En France, on dit qu'à l'Assemblée nationale, le cordon sanitaire a sauté à l'Assemblée quand les 88 députés RN sont arrivés et que le camp présidentiel a accepté de leur donner certains postes clés à l'Assemblée, dont les vice-présidences. Au Parlement européen, jusque-là, c'est jamais arrivé parce que, en fait, en début de mandature, une fois que l'élection a eu lieu, en début de mandature, il y a une majorité qui se compose, ce qui veut pas dire que sur certains textes, elle va pas se recomposer et tout ça, mais qui, justement, permet l'attribution de ces postes et tout ça. Et en gros, depuis la création du Parlement européen, donc en 1979, cette majorité est composée, donc, des sociodémocrates, dans lequel il y a les socialistes français, le PPE, qui sont dans lequel il y a la droite, enfin les LR, et de ce qu'on appelle maintenant Renaissance, mais qui avait un autre nom avant, qui sont en gros les libéraux. Et en fait, donc Renaissance, donc voilà, les libéraux. Voilà. Et, après... et ça déjà, bon, à poser, voilà. Et donc jusque là, et donc il y a deux groupes d'extrême droite, donc ID dans lequel est Marine Le Pen, et le deuxième c'est ECR. Dans lequel si Zemmour avait des eurodéputés, ils iraient là-dedans. Et ECR, on dit parfois qu'ils sont un peu plus fréquentables que ID, mais néanmoins, par exemple, Orban, il est dans ECR. Enfin, donc, non, il est pas dans ECR. Il s'en est approché, okay. Mais c'est un marigot très compliqué, justement. Ouais, c'est aussi une des faiblesses de l'extrême droite, c'est que, comme on le disait au début, c'est que derrière le vocable extrême droite, il y a des rapports qui sont assez différents. Et ce qui est le plus parlant, c'est en Italie, en fait, où dans le même gouvernement de Giorgia Meloni, il y a Giorgia Meloni qui est aujourd'hui pro-européenne et qui défend globalement le soutien à l'Ukraine. Et elle a dans son gouvernement Matteo Salvini, donc qui a été le leader de l'extrême droite italienne avant elle, et qui pour le coup est un allié historique du Rassemblement national, presque un ami de Marine Le Pen, qui lui est un fan absolu de Poutine jusqu'à porter des t-shirts à son effigie, et qui est dans une logique très nationaliste et encore dans une rupture claire et nette avec l'Union européenne. Donc il y a une difficulté, et ça a été un peu un serpent de mer qu'on a suivi ces dernières années, c'était la capacité des extrêmes droites européennes à se fédérer autrement, notamment dans l'idée de peser aux élections européennes, mais on se rend compte que dès qu'on creuse un petit peu, il y a eu quelques occasions récemment, c'est que parmi les alliés, par exemple, de Marine Le Pen dans le groupe, enfin de Jordan Bardella dans le groupe ID, il y a par exemple l'AfD, donc Alternative for Deutschland, qui est pour le coup pas du tout dans une stratégie de dédiabolisation, notabilisation, normalisation comme donc, le RN. L'AfD, c'est donc le parti d'extrême droite. C'est le parti d'extrême droite contre lequel il y a eu des manifestations qui ont rassemblé des millions de personnes en Allemagne ces derniers mois. C'est le parti dont on a appris qu'il y avait eu des réunions pour envisager des plans de remigration concernant plusieurs millions de personnes qui sont sur le territoire allemand. Donc clairement des gens qui pensent comme Zemmour en fait, donc très trash. Et donc Marine Le Pen, il y a toujours un moment quelque chose d'un petit peu compliqué, c'est de se normaliser, de se rendre le plus soyeux possible sur la scène nationale, et en même temps d'être encombré d'une certaine manière par des alliés qui sont dans des stratégies beaucoup plus identitaires et xénophobes, très décomplexées, quoi. Ouais. Et juste du coup pour finir sur l'enjeu quand on parlait de cordon sanitaire, tout ça, c'est que donc cette majorité qui était relativement stable, même si à l'intérieur des groupes c'est très compliqué, ça évolue en fonction des pays, tout donc ça. Là tu parles du PPE, la majorité. Voilà, cette majorité de droite. composée du PPE, des sociodémocrates et de Renew. Et en fait, là, pour la première fois, c'est d'ailleurs ce que tu avais mis dans l'annonce là du stream. En fait, c'est que cette majorité-là pourrait être amenée à se recomposer. On sait pas trop. Parce que notamment Renew pourrait avoir moins d'élus que ce qu'ils ont maintenant, et que si ces trois groupes-là ne parviennent pas à former une majorité, va se poser la question de former une majorité par exemple avec les écologistes, sachant que les écologistes français sont à la gauche du groupe écologiste européen. Donc certains écologistes, notamment en Allemagne, je crois, seraient OK pour faire une majorité avec le PPE, avec Renew. Les écologistes français et d'autres seraient pas d'accord. Et donc il y a à l'intérieur du PPE dans lequel il faut comprendre que ces groupes-là du coup qui sont formés des délégations de différents pays peuvent être divisés. Donc les écologistes sont pas sur la même ligne en fonction des pays, et on a la même chose à l'intérieur donc du PPE, dans lequel
Il y a donc le président du PPE, je me souviens plus de son nom, vous l'avez? Non, on l'a pas. L'allemand. Je l'avais. C'est en allemand. Et, mais donc, et donc lui, il voudrait on composer une majorité, du coup, avec ECR, donc dans lequel le groupe d'extrême droite, qui n'est pas celui dans lequel il y a la délégation de Marine Le Pen. Le plus petit groupe d'extrême droite de l'ensemble des groupes qui existent dans le Parlement, je crois, non ? Le plus petit ECR. Ouais, cas, c'est petit, ouais. Sans rentrer forcément dans l'idée, c'est qu'il y a une partie de la droite qui s'extrême droitise et qui se verrait bien faire un pas de deux avec et donc avec l'extrême droite. Et du coup, ça voudrait dire que, par exemple, puisqu'on parlait parce que Macron a parlé d'arc républicain, cordon sanitaire, ça voudrait dire qu'au niveau européen, ces groupes-là qui jusque-là étaient exclus ce groupe-là qui était exclu jusque-là de la majorité, donc pas vraiment fréquentable et qui avait pas ces postes, pourrait finalement l'avoir. Donc ça, c'est l'enjeu un peu global, mais qui, au niveau du RN, au niveau national, ne représente rien parce que eux, ils sont pas dans ce groupe-là, ils ne vont pas y être a priori, et du coup, eux, ils resteront, c'est sûr, exclus de. Mais on va arriver justement sur cette question, de l'importance de cette élection, notamment pour la France. Mais pour rester sur le niveau européen, je voudrais prendre notamment la question de Célène Dill, qui s'est notamment abonnée à Libération. Très bien, bravo. Follow Libération à l'instant. Qui du coup a droit à une question, c'est bien. Voilà, tout à fait. On a aussi un bébé phoque qui a follow Libération. On peut remercier un bébé phoque, Sylvie de Montreuil également. Et en fait, ce que nous disait Célène Dill, c'est est-ce que l'équilibre des forces actuelles en Europe permettrait aux partis d'extrême droite d'avoir suffisamment de poids pour vraiment peser sur les futures politiques de l'Union européenne? Je sais un peu ce que Lucie disait. En fait, déjà, l'extrême droite a une forme de poids sur la politique européenne puisqu'elle est au pouvoir dans certains pays. Donc, en Italie, Giorgia Meloni, qui est d'extrême droite. En Suède, par exemple, l'extrême droite participe à une coalition qui est au pouvoir. En Pologne, elle l'a été, le PiS, qui est le parti droit et justice, qui ne l'est plus, mais qui a été au pouvoir, qui s'est extrême droitisé et qui est l'un des piliers de ECR, donc l'autre groupe d'extrême droite. Donc de fait, ces chefs d'État-là sont au Conseil de l'Union européenne. Donc ils font partie du Conseil des ministres, etc., qui concrètement a plus de poids, comme institution a plus de poids que le Parlement européen. Donc de fait, c'est déjà le cas. Bon, sachant qu'en Pologne, c'est Donald Tusk qui est revenu au pouvoir, et que c'est un pro-européen beaucoup plus proche de Macron que voilà. Oui, ça c'est pas mal, ça c'est raison d'espérer. Il y a eu aussi des alternances, quoi, ou l'incapacité en Hollande de former un gouvernement pour Geert Wilders. Voilà, donc il y a clairement une poussée et des tensions, et ce que disait Nicolas est vrai, c'est-à-dire qu'il y a l'enjeu de savoir comment est composé le Conseil européen des chefs d'État ou des chefs de gouvernement, et un vrai sujet. Maintenant, au sein du Parlement européen, c'est quand même un gros paquebot où il y a aussi quand même des traditions historiques de ce bipartisme, enfin de cette composition socio-démocrate PPE. Il y a des tensions, il y a des questionnements, il y a tout ça. On peut pas dire que ce qui plane sur ces élections européennes, c'est l'enjeu d'un changement de majorité. Non. Ça fait partie des hypothèses d'une recomposition des rapports de force, ça peut être. En revanche, il y a quand même très peu de chances qu'il y ait un espèce de Big Bang européen où tout d'un coup l'extrême droite prend le pouvoir au Parlement européen. Ça, il faut quand même pas raconter de blagues. Oui, parce que malgré la droitisation de la droite européenne, du PPE, donc le président du PPE, qui est l'allemand Manfred Weber, avait émis l'idée d'une alliance avec Meloni. Mais en fait, le truc, c'est que Donald Tusk, justement, qui est au PPE et qui est le patron de la Pologne aujourd'hui, ne pourra jamais assumer cette alliance-là, puisque ses concurrents directs, donc les gens contre lesquels il a gagné les élections, le PiS, sont chez ECR. Donc en fait, pour des raisons évidentes, le PPE ne pourra pas, ne devrait pas s'allier avec ECR, donc avec l'extrême droite. Donc ce sera toujours à peu près la même chose, quoi. Mais du coup, même s'il y a pas de majorité, si les trois groupes trouvent pas, on ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas ça rebat un peu les. Il n'y a pas de révolution dans le sens où il n'est pas question de leur donner. Il y a un questionnement. Peut-être que la gauche dramatise ça à l'extrême. Oui. Non mais oui, après c'est leur jeu, quoi. Mais c'est pas pour nier la poussée, mais c'est encore une fois. Il y a, c'est justement le vote que je voulais retrouver la dernière fois, mais c'est là sur la loi sur la restauration de la nature en juin. Il y a eu ce moment justement où Renew s'est divisé et où en fait le texte a été rejeté.
via un attelage dans lequel il y avait du coup pour le coup l'extrême droite, le PPE et tout. Donc c'est plus ce genre de truc. Ils se disent que si on est dans une situation de majorité plus fluctuante, on va avoir des alliances objectives sur certains des majorités de circonstances, carrément. Parce qu'on a en France. Oui, en fait, finalement, Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on parlait de Frexit tout à l'heure. Moi, il y a une période où quand j'imagine le rapport entre l'extrême droite et l'Union européenne, moi, le premier truc qui me vient, c'est le Frexit. En fait, le RN, il veut juste que la France quitte l'Union européenne, puis c'est fini, on se débarrasse de ce truc-là. C'est toujours le cas aujourd'hui. Est-ce que le RN a toujours envie de quitter l'Union européenne? Non, mais peut-être pas pour des raisons. Ça veut pas dire que sur le fond, ils considéreraient pas que ce serait la meilleure option. Ça, on peut pas complètement sonder les âmes. Ce qui est sûr, c'est que leur fenêtre, ou en tout cas leur scène principale, c'est la scène nationale française, et que sur la scène nationale française, c'est un discours qui les affaiblit, qui les décrédibilise, alors qu'ils sont justement dans une logique de ce sera pas le chaos avec nous. Il y a le Frexit, et on le voit encore plus avec le bilan du Brexit. Il y a quand même la majorité des Anglais qui certes avaient voté pour le Brexit, mais qui aujourd'hui souhaiteraient non pas forcément revenir en arrière, mais regrettent cette décision. Donc on peut pas dire que le Frexit ce soit un argument massu pour crédibiliser une candidature présidentielle. Comme ça reste, parce que le système français est ce qu'il est, parce que c'est l'horizon du Rassemblement national, le truc central. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'ils en ont beaucoup rabattu. Je disais au tout début, notamment chez les personnes qui sont... Quand on est dans un vote où on capte le désespoir, trouver dans l'Europe un bouc émissaire au même titre que les immigrés et mélanger les deux en disant l'Europe passoire, tout ça fait une petite sauce. En revanche, quand aujourd'hui le RN, pour franchir le palier d'après, c'est aller vers les classes intermédiaires, c'est aller voir vers des classes supérieures, vers des dirigeants, vers des personnes plus âgées. Tous ces gens-là sont quand même s'ils peuvent être critiques, attachés au fait que l'Union européenne est un socle un peu, non pas indiscutable, mais un peu indépassable, à réformer en partie, à faire progresser, tout ce qu'on veut, mais que voilà, le côté l'aventure de ce que serait un Frexit, c'est pas du tout quelque chose que le RN a envie de porter sur la scène nationale. Ouais. En fait, j'ai l'impression que, il y a deux ressorts dans la stratégie du RN. C'est la radicalisation, c'est-à-dire en fait vraiment capter la colère des gens. Donc ça va s'exprimer par des discours entiers de Marine Le Pen, par exemple, mais des trucs vraiment complotistes, quoi, où elle parle d'alcôves européennes dans lesquelles le projet de submersion migratoire est décidé, quoi. C'est quasiment du texto, quoi. Donc ça, c'est vraiment quand elle parle à sa base, quand elle parle aux gens qui votent déjà pour elle, etc. Où en fait vraiment l'Union européenne va être cette espèce d'hydre parée de tous les vices, espèce de truc horrible, Bruxelles, lointain, etc. Donc ça c'est un côté, et de l'autre côté il y a effectivement la stratégie de ce que disait Jonathan, quoi, de le Frexit peut faire peur à l'électorat que vise le RN pour s'élargir, et donc il s'agit de le rassurer. C'est par exemple la stratégie tricolore de Bardella qu'il a énoncé il y a quelques semaines, où en fait l'idée c'est de dire que il y a le feu rouge des choses dont on ne veut plus, le feu orange des choses de l'Union européenne qu'on va négocier, et le feu vert des choses qui sont très bien, etc. C'est une façon de montrer que pour le RN, ce qui est un petit peu nouveau, il y a des choses positives dans l'Union européenne. Donc c'est l'idée de dire on va pas faire un Big Bang quand on va arriver. Donc en fait de temps en temps, quand Marine Le Pen a besoin ou Jordan Bardella a besoin un petit peu de réveiller sa base, ils vont faire en gros du rouge qui tâche, quoi. Ces propos là horribles sur Aya Nakamura, ces propos complotistes sur l'Union européenne, etc. Et puis de temps en temps, ils vont essayer un peu de rassurer le bourgeois et les retraités surtout, qui ont peur d'un Big Bang. Donc c'est un peu les deux, quoi. Ouais. Il y a l'exemple Mélanie quand même, qui dans sa campagne avait eu des propos quand même assez durs à l'égard de l'Union européenne, et qui une fois au pouvoir se rend bien compte que derrière les discours d'estrade, il y a aussi un certain nombre d'aides qui pour quasiment n'importe quel pays européen, on serait bien en peine de s'en passer. Donc ça oblige l'exercice du pouvoir à complexifier des questions qu'on effectivement le gros rouge qui tâche une fois qu'on est élu, ça fonctionne moins bien. Ouais. Je voudrais juste en profiter. Moi, du coup, je comprends que le Frexit n'est plus une intention politique du RN au sein de l'Union européenne, mais je me demande si vous, dans le chat, c'était quelque chose dont vous aviez conscience. Est-ce que vous aviez conscience de ça, de ce côté-là, que maintenant le Frexit et le RN, c'est plus nécessairement la politique de base. Je suis curieux de savoir si vous avez conscience de ça. Et pour revenir un petit peu sur un truc très très basique, mais j'ai vu une question dans le chat qui était intéressante, c'est concrètement, en fait, factuellement, il faut combien de pourcentage pour avoir des députés, élu. Ouais, pour avoir un élu. Ouais, 5% quoi. Lucie, ouais. Ouais. C'est quoi, c'est 5% ça? Ouais, c'est ça, c'est 5%.
Ouais. C'est pour ça que c'est le seuil pour les communistes qui sont en dessous de 5%, pour Reconquête, par exemple, de Zemmour, qui flirte avec les 5%. C'est peut-être aussi pour ça que Nicolas Dupont-Aignan n'y va pas finalement, parce que ça aurait été un peu une campagne pour rien. Donc voilà, c'est un seuil qui est, bon, après on voit qu'il y a quand même beaucoup de partis qui l'atteignent, même si LFI est pas loin, hein, 6-7% dans les sondages. Hein. Quand t'as 5%, t'as 5 élus. 5 ou 6, ça dépend de petits calculs selon la participation, etc. Mais globalement, c'est ça. Et certes, alors j'avoue, j'ai pas suivi dans le détail pourquoi il y allait pas Nicolas Dupont-Aignan, mais enfin oui, peut-être il pense qu'il fera moins de 5, mais il y a pendant les élections européennes, t'as plein de petits partis qui se présentent parce que pour le coup, le seuil de remboursement des frais de campagne, c'est 3%, et donc du coup, on voit fleurir des trucs et ça sert un peu à contrairement à 5% pour contrairement à 5% pour la présidentielle. Il y a Loulou là qui a répondu sur le chat. Hein. Bravo. Ouais. 5% égale 5 élus. Du coup, ça veut dire qu'avec 30% d'intention de vote, le RN aurait 30 élus. Ouais. Un peu de choses près, c'est ça. En gros. Ouais. Mais c'est un peu modulé par la participation. Justement, peut-être ça vaut le coup d'avoir juste un petit mot de prudence, non pas encore une fois pour minimiser le fait que le RN fait clairement la course en tête, mais les élections européennes, presque plus que les élections nationales, c'est un scrutin où la décision se fait assez tardivement, et que l'image que renvoient les sondages, c'est l'image des gens qui ont déjà pris leur décision. Donc clairement, il y a une prime au RN qui est en tête, qui clairement on comprend en tout cas la force d'attraction que peut avoir ce parti quand il est puissant, ça clairement. Après, on a bien aussi en tête que la campagne a débuté, certes, mais qu'elle n'est pas non plus au cœur des préoccupations de beaucoup de gens. Et on a suffisamment d'exemples dans les élections récentes de différences parfois assez significatives entre des sondages une semaine avant le vote et le jour du vote, voire 2 jours avant le vote et le jour du vote pour les écolos, par exemple, la dernière fois. C'est intéressant ce que tu dis, parce que ça fait écho avec ce que certains disaient dans le chat au tout début. Vous disiez notamment dans le chat que en fait vous vous méfiez des sondages. Et en fait, ce que tu es en train de dire, Jonathan, c'est que particulièrement pour l'élection européenne, faut faire attention aux sondages. C'est une mobilisation tardive. Donc après, ça veut pas dire qu'ils ne veulent rien dire. Encore une fois, il faudrait pas simplement se dire les sondages sont un objet contestable, donc en fait le RN, on en fait trop. Non, le RN est clairement dominant dans cette élection. La gauche est clairement éclatée. La droite n'arrive pas à réexister de façon significative, et le macronisme est beaucoup plus faible qu'il pouvait l'être dans les scrutins précédents. Ça, c'est une réalité. Après, à quel niveau ça va se déterminer? On entend, par exemple, du côté des Insoumis, on est vraiment dans cette idée que dans ce réservoir d'abstentionnistes, il y a la possibilité de sauver un peu un scrutin qui s'annonce mal. Donc, il y a quasiment tous les meetings des Insoumis en ce moment, c'est pour dire n'offrez pas votre abstention à Emmanuel Macron, parce que le point commun entre les Insoumis, le RN et un certain nombre de partis, c'est quand même d'utiliser cette élection comme une élection de mi-mandat, et donc de faire quasiment campagne sur l'enjeu de sanctionner le président de la République, beaucoup plus que voilà ce qu'on veut faire en Europe. Je vais juste prendre une question de Loulou sur le chat qui nous fait une petite digression, qui nous fait sortir un peu de l'angle précis de l'extrême droite, mais je trouve que ça reste intéressant pour vous éclairer, qui nous demande comment expliquer que EELV pourrait se prendre une tôle alors que d'habitude ils font des gros scores sur cette élection. Lucie, t'as peut-être des infos là-dessus? Déjà, eux, ce qu'ils répètent aujourd'hui, les écologistes, c'est que au même moment de la campagne en 2019, donc du coup, où ils ont fini autour de 13, je me souviens plus exactement, mais 13-7, je crois, quelque chose comme ça, qu'au même moment de la campagne, donc je sais pas, mi-mars, ils étaient pareil à 6%, et que le jour même, enfin une semaine avant le vote ou le jour même, je sais plus, mais ils étaient ils étaient aussi sous-évalués dans les sondages, et ça avait été une surprise qu'ils arrivent à ce score-là. Donc eux, ils disent que en fait là c'est pas joué, et que c'est pas parce qu'on dit qu'ils sont à la ramasse dans les sondages que à la fin ils feront pas un bon score. Après, il y a quelque chose, faut pas juste s'attacher au sondage pour évaluer une dynamique de campagne. Là, certes, bon, les sortes de grandeur sont un peu pareilles, mais on remarque que la candidate Marie Toussaint, qui est moins connue que Yannick Jadot, elle a du mal un peu à s'imposer là dans le débat politique par rapport aux autres candidats, y compris par rapport au candidat communiste qui pourtant est pas très connu non plus. Les Insoumis, en fait Mélenchon s'exprime beaucoup, donc Manon Aubry on la voit moins, mais Mélenchon s'exprime beaucoup. En plus, ils sont beaucoup montés sur la question palestinienne avec Rima Hassan, qui quand même est une activiste, qui est une influenceuse, qui est beaucoup suivie sur les réseaux sociaux, et Glucksmann aussi est une sorte d'influenceur.
Donc c'est vrai que au-delà des sondages, on voit qu'ils ont du mal à imposer leur thème. Ils ont un peu pu parler, s'exprimer pendant la crise des agriculteurs, notamment parce qu'ils ont un eurodéputé, Benoît Biteau, sur la liste, qui a fait le précédent, enfin qui est eurodéputé sortant et qui est lui-même agriculteur et du coup qui a pu un peu se saisir du sujet. Mais la tête de liste, ouais, on voit qu'elle a du mal. Et puis de toute façon, si on dit les listes pro-européennes ont quand même plus de mal dans ce scrutin-là, on sent qu'il y a quand même un questionnement, une critique, ou en tout cas un essoufflement de l'idéal européen qui traverse un peu cette campagne. Donc Raphaël Glucksmann, il arrive à le dépasser par la question ukrainienne aussi d'une certaine manière, et par l'envie d'un certain nombre d'électeurs de gauche de trouver un autre vote que le vote Mélenchon après l'expérience de la NUP, qui reste plutôt comme une douche froide pour beaucoup de gens. Donc l'idée de rééquilibrer le rapport de force, il en profite, Glucksmann. Après, c'est vrai que les écolos, comme ils se retrouvent face à un pouvoir macroniste qui a quand même beaucoup tapé sur les écologistes pour soi-disant répondre aux agriculteurs, avec pour le coup, on parlait de gros rouge quittage de l'extrême droite, là il y a eu un gros rouge quittage au sommet de l'État, que l'extrême droite aussi et la droite en vrai, ils sont globalement sur des thématiques aussi l'écologie comme une source d'empêchement plus qu'une source de dépassement. Donc c'est vrai que voilà, quand on porte un discours pro-européen et qu'on est écolo, la fenêtre circonstancielle de ces élections est pas facile pour entraîner les foules. Ouais, enfin je peux ajouter deux trucs, parce que j'ai deux autres trucs du coup sur les difficultés des écolos. Il y a aussi le fait que là il y a une campagne qui est très axée sur les questions internationales, donc Palestine, guerre en Ukraine. Et il y a deux positions très antagonistes qui sont celle des Insoumis et celle de Glucksmann. Et en fait, eux, ils ont une position qui veulent un peu entre les deux, parce que comme les socialistes, ils sont pro-européens et donc ils veulent absolument aider l'Ukraine et tout ça. Mais en même temps, ils sont pas totalement sur la même ligne historiquement que les socialistes. Et pareil, sur la Palestine, ils veulent pas avoir les mêmes outrances que Mélenchon, mais pourtant, ils sont historiquement d'une position finalement plus proche des Insoumis là-dessus. Et donc, ce discours middle, dans des débats qui sont très clivants et très brûlants en fait, elle a du mal à être entendue. Donc il y a ce sujet-là. Voilà. Avant de lancer ce stream, on a posé une question aux gens qui nous suivent sur Instagram. On leur a demandé qu'est-ce que vous inspire les sondages favorables au Rassemblement national pour ces élections européennes. Il y a notamment eu une réaction que je trouvais intéressante. C'est Jeanne Nedelec qui dit que ça signifie la fin d'une Union européenne efficace. Est-ce que si la place plus importante de l'extrême droite et donc du RN au sein de l'UE, ça signifie la fin de l'Union européenne? Donc déjà, elle considère que l'Union européenne est efficace. Ça, c'est aussi ce qu'on peut entendre dans son commentaire. Ils sont pas si nombreux à le dire. Non, mais c'est sûr que c'est ce que disait Lucie tout à l'heure, c'est que si les majorités sont moins claires et qu'il y a la possibilité pour les groupes d'extrême droite de jouer leur jeu d'une certaine manière, d'obstruction ou ils le feront, mais encore une fois, moi je trouve que ces sondages ils donnent surtout un indice sur l'enracinement et la sédimentation du vote RN, quelles que soient les élections. Donc après il y a des modes de scrutin et des contextes qui sont plus ou moins favorables, mais voilà, c'est d'abord la continuité d'une progression continue. Et évidemment, ce que tout le monde a en tête, c'est même si c'est pas l'enjeu de cette élection, c'est quand même l'horizon de notre pays, c'est 2027. Ouais. Donc là-dedans, ça vient plutôt montrer que la promesse du macronisme de dire j'aurais réussi mon mandat et mon deuxième mandat si le RN a reflué dans un scrutin en plus qui est au cœur de l'ADN macroniste, qui est quand même le seul parti politique quasiment qui en campagne présidentielle peut brandir des drapeaux européens et le faire applaudir par la salle. Donc il y a clairement un échec assez majeur du macronisme, et du coup comme on est dans cette espèce de dynamique de ces mois où le chaos et de ces deux forces qui soi-disant dominent la vie politique, le côté très déprimant c'est de se dire il n'y a plus rien à faire. Le côté aussi potentiellement un peu plus optimiste, c'est de se dire une recomposition est possible. C'est clairement le discours que tient Raphaël Glucksmann, c'est ce que peut dire Jean-Luc Mélenchon en disant que dans une campagne présidentielle, la gauche plus radicale a aussi une carte à jouer. Donc voilà, plus le macronisme sera faible, à court terme ça favorise clairement le RN, à moyen terme ça peut permettre de faire émerger des forces de gauche et de rétablir des clivages un peu plus sains que simplement moi ou le chaos. Puis pour dédramatiser aussi l'enjeu, le RN est
puissants depuis 2014. Ils avaient beaucoup de députés en 2014, ils en ont beaucoup en 2019. Là, ils en auront sans doute beaucoup, mais qu'il y en ait 5 ou 6 de plus, ça veut dire quelque chose en termes de politique nationale, etc., de dynamique. Mais au sein de l'Union européenne, le RN n'a pas de poids en fait, puisque à cause du cordon sanitaire, son parti Identité et Démocratie ne participe pas aux travaux parlementaires, ou alors à la marge, ou alors ne se voit pas confier de responsabilité, etc. Donc en fait, que le RN ait 50 ou 60 députés, bon, c'est beaucoup, mais fondamentalement, ça, bah voilà, de temps en temps, il votera avec le PPE contre des textes écologiques, il peut voter pour des textes qui vont durcir la question migratoire, etc. Mais globalement, ils seront pas à des postes exécutifs. Donc ça changera pas grand-chose. Après, ça pèse sur l'idéologie dominante, quoi. Oui, ce qu'on voit aussi en France, c'est que ça, par capillarité, par complexe, par envie d'être en phase avec ces électeurs dynamiques, on voit bien l'extrême droitisation de la droite, on voit bien les clins d'œil, notamment sur la loi immigration, qui a pu y avoir du côté du macronisme à l'égard d'une idéologie qui est quand même issue de l'extrême droite. Donc voilà, c'est au-delà de leur capacité très concrète à peser dans les institutions, il y a une ambiance qui fait que voilà, on est quand même dans une droitisation à peu près généralisée dans l'ensemble des pays, et ça, quand il s'agira de savoir ce qu'on fait de Frontex, de savoir ce qu'on fait sur un certain nombre de sujets, ça pèse. Il y a ce côté immigration, et de l'autre côté, sur la question du libre-échange, on sent voilà aussi qu'il y a des questionnements qui étaient assez absents des débats aux dernières élections. Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat de Sacha, qui est l'un de nos journalistes à Libération, l'un de nos journalistes politiques. Pas des moindres. Et pas des moindres. Et je me demande si sa question va faire écho à des choses que vous avez entendues. Est-ce qu'elle est bonne, sa question? Parce qu'on la prend que si elle est bonne, pas parce que c'est Sacha. Hein. Eh ben, écoute, c'est aussi bon que ces articles, je pense qu'on peut la prendre. Bah, vous allez me dire si les questions de Sacha est bonne. Il nous demande, il paraît qu'il y a du rififi chez Reconquête. Non, on prend pas. C'est nul. C'est nul. Non, c'est intéressant, c'est pour Nicolas. Oui, il y a du rififi chez Reconquête. Il y en a depuis pas mal de temps, parce que Reconquête, en fait, c'est un parti qui a été créé pendant la campagne présidentielle sur en fait la croyance que jamais les Le Pen ne gagneront et qu'il y a un plafond de verre pour les Le Pen, etc. Bon, bah il se trouve que c'est faux, puisque Le Pen a repassé au second tour. Puis ils ont cassé le plafond de verre des législatives avec 88 députés. Donc là, voilà, là c'est quel intérêt de vivre, etc. Donc en fait, il y a au sein de Reconquête, il y a cette crise existentielle, et aujourd'hui Éric Zemmour, la candidate Marion Maréchal et celle qui est candidate pour le 9 juin, et Éric Zemmour ont un peu chacun leurs écuries. Éric Zemmour étant persuadé que sans sa participation active dans la campagne, Marion Maréchal passera sous la barre des 5, et Marion Maréchal étant persuadé que plus Zemmour se montrera, moins les gens l'identifieront et moins les gens voteront pour elle. Et comme les gens qui fréquentent, enfin les gens qui peuplent quand même ce parti sont quand même des gens qui ont trahi la droite, comme Guillaume Pelletier qui a pas seulement trahi la droite, qui a trahi aussi le MPF, le FN à l'époque. Enfin bref, c'est des gens, voilà, ou alors des gens qui ont trahi le RN, donc des gens qui étaient au RN et qui ont rejoint Zemmour, etc. C'est quand même des gens qui sont un peu, on va dire, habitués au cabal, etc. Donc vous avez un petit peu des gens qui disent des saloperies les uns sur les autres, etc. Marion Maréchal manifestement ne fait pas l'affaire, voilà. Elle imprime pas. Un jour elle dit une chose sur le RN, un jour elle dit qu'elle est complémentaire avec Jordan Bardella, l'autre jour elle dit que le RN est socialiste, un jour elle dit que justement la différence entre le RN et son parti c'est la question économique, et puis le lendemain elle dit que mais la question la plus importante c'est l'immigration, le changement de civilisation, etc. Donc en fait c'est un petit peu une sorte de canard sans tête, on sait pas trop. Et puis la tête de liste du RN, Jordan Bardella, qui est quand même une personnalité qui est très populaire au sein de Reconquête, pose problème, quoi. Donc en fait dans tous les partis j'ai l'impression que plus vous vous rétrécissez, plus les gens se tapent dessus. Et Reconquête voit venir le 9 juin sa mort, c'est-à-dire que s'ils sont en dessous de 5%, ils vont sans doute mourir, donc ils commencent à se taper dessus, et je pense que ça va être assez amusant pour nous de les voir. Ouais. Ça vaut le coup de souligner, parce que disait Nicolas sur le fait que Jordan Bardella, qui est particulièrement populaire chez les identitaires, on l'a beaucoup dit, là, quand il n'était pas encore président du RN et qu'il était juste le numéro 2 de Marine Le Pen ou le principal lieutenant pendant la campagne présidentielle, c'était à lui que revenait la tâche de parler le Zemmour d'une certaine manière.
ou en tout cas d'en envoyer des signaux sur la question du grand remplacement, sur la question de la submersion migratoire. Enfin voilà, c'était quelqu'un qui parlait beaucoup plus trash. Aujourd'hui, on a un Jordan Bardella qui, parce qu'il est devenu président du RN, parce qu'il est tête de liste aux européennes, est évidemment beaucoup plus soyeux et cherche surtout à en dire le moins possible. D'ailleurs, il a esquivé le premier débat sur Public Sénat. Enfin, on sent qu'il y a une position d'attente assez confortable pour le RN. À l'inverse, chez Zemmour, comme la campagne ne prend pas, on panique, on ne sait pas dans quel axe il faut aller, et surtout on se tire entre les pattes parce que voilà, il y a souvent ce qui rassemble en politique, c'est quand même plus la perspective de victoire que la simple défense des idées. Et aussi le Bardella plaît plus à la droite en fait. Marine Le Pen, elle est c'est l'élu du Nord, elle a une teinte sociale, elle est très étatiste. Faut se souvenir quand même de ce qu'elle disait. Alors là, ils mettent beaucoup d'eau dans leur vin depuis quelque temps, mais elle était quand même très étatiste, etc. Donc en fait, pour les gens de Zemmour, Marine Le Pen, c'est une socialiste. Là, Bardella, il drague les patrons, il dit ah Bernard Arnault c'est fantastique, il va voir les patrons, en fait, il dit un petit peu à tout le monde ce qu'ils veulent entendre, mais surtout à la droite, quoi. Et donc en fait, les gens de Zemmour, ils sont plutôt contents, quoi. Ils aiment plutôt bien Bardella, quoi. Je voudrais prendre l'avis du chat sur quelque chose, parce qu'en fait, je voudrais qu'on rebondisse sur un point qui est notamment la perception des autres partis face à ce potentiel futur score du RN aux élections européennes. Dans le chat, quand vous imaginez ce que les autres partis, typiquement le camp macroniste, la gauche, etc., pourraient penser de cette évolution, de cette future potentielle victoire du RN aux élections européennes, vous pensez qu'ils réfléchissent à quoi? Vous pensez qu'ils réfléchissent à quoi? Dites-nous ça dans le chat, ça m'intéresse d'avoir votre perspective. Et toi, par exemple, Lucie, est-ce que tu as des échos concrètement de comment les autres partis perçoivent ce potentiel score élevé aux élections européennes du RN? Alors, ce qu'ils perçoivent, c'est compliqué. Ce qu'on sait, c'est ce qu'ils nous en disent, qui est aussi qui croisent aussi eux leur stratégie un peu de campagne dans le discours. Par exemple, les Insoumis, eux, donc ils agitent, comme toute la gauche, cette menace. Mais les Insoumis, eux, ils défendaient l'option d'une liste commune de toute la gauche pour les élections européennes, pour continuer le truc de la NUPES. Et ils disent et depuis le début, ils défendent ça, notamment en disant que dans le contexte de montée de l'extrême droite, c'est important en termes de symbole, sachant que la vie politique française est en 3 blocs, le camp présidentiel, l'extrême droite, la gauche, et qu'il faut essayer d'arriver en tête et pas laisser du coup la première place à l'extrême droite. Et du coup, aujourd'hui, leur stratégie, c'est de dire le reste de la gauche, notamment les écologistes, ont pas voulu, en défendant l'idée que c'est une élection à la proportionnelle et donc il n'y avait pas nécessité de s'allier pour ce scrutin-là, et qu'il fallait respecter les sensibilités de chacun. Et du coup, aujourd'hui, les Insoumis, ils disent aux autres, en gros, si le RN arrive en tête, c'est de votre faute parce que vous n'avez pas voulu que la gauche soit unie. Donc ça, c'est le discours qui tiennent. Après, les Verts, là récemment, j'ai entendu Marine Tondelier, qui est la patronne du coup du parti Europe Écologie et Verts, qui s'appelle les écologistes maintenant. Les écologistes Europe Écologie et Verts. C'est pour avoir toujours Europe, ça devient compliqué. Qui disait dans une matinale là avant-hier. Elle s'adressait au camp présidentiel, elle disait mais il faut arrêter de venir pleurnicher sur les plateaux en disant l'extrême droite est en tête, alors que en fait que ce soit le camp présidentiel ou du coup Marine Le Pen, Jordan Bardella, ils nationalisent cette élection. Or sur le plan national en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est un discours de gouvernement qui est de rigueur budgétaire dans un contexte d'inflation depuis des ans. Il y a tout un tas de trucs qui font que économiquement c'est difficile pour beaucoup de gens depuis quelques années. Et là le discours sur le plan national, c'est vrai du gouvernement, il est assez dur. On annonce des efforts et les gens se demandent où ils vont trouver l'argent, sur quoi ils vont couper. Là ce soir, on doit peut-être, on sait pas trop, avoir éventuellement des annonces sur une réforme de l'assurance chômage qui justement vise à durcir peut-être, on verra encore les conditions d'accès, surtout le temps d'indemnisation, je crois. Et donc voilà. Et donc les écologistes disent que le camp présidentiel, est responsable. Et pour finir du coup avec les macronistes, eux ils disent que c'est la gauche qui en gros est nulle et la droite aussi. Et ils disent, c'est un député macroniste qui me disait ça. En fait, nous on est à peu près à notre score.
Enfin, en gros, on fait 23 parce que c'est vrai qu'en 2019, ils ont fait 23, en gros. Là, ils sont pas à 23, hein, ils sont à 15-16. Hein. Ah oui, bon, d'accord. Donc c'est un macroniste pas complètement lucide qui t'a parlé. Voilà, c'est ça. Mais eux, bon, ils disent que en gros, ça va. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Du coup, pourquoi ils disent ça. Mais ils disent. Ouais, ou alors je sais pas, ils se mettent sur d'autres. What the fuck. Méthode Coué, mais bon, leur discours, c'est de dire que c'est l'effondrement des autres partis, voilà. Bon, ça, c'est bullshit, hein, quand même, faut le dire, là. Et sachant que fondamentalement, c'est ce qu'on disait au début, c'est que c'est évidemment que c'est une tentation dans une élection de mi-mandat, quelle qu'elle soit, de la nationaliser. C'est des débats qu'on a pu avoir au moment de municipales qui tombaient à mi-mandat ou d'élections régionales qui tombaient à mi-mandat. C'est toujours un équilibre entre les deux, quoi. Est-ce qu'il y a, sauf que, autant le bilan d'un maire, c'est assez facile à apprécier quand c'est des municipales. Donc, on fait l'équilibre entre la prime qu'on veut donner ou la sanction qu'on veut donner au maire et le contexte national. Autant quand c'est des européennes, où je pense que c'est très difficile pour même chacun d'entre nous d'être précis sur ce que peut être le bilan de cette mandature. Le fait de dire profitez-en pour botter les fesses de Macron, il n'y a pas plus efficace, quoi. C'est ce que disent les Insoumis, c'est ce que dit le RN, c'est ce que disent pas en premier rideau les autres, mais quand même, s'ils pouvaient profiter du fait que ce pouvoir est à minima fatigué. Donc voilà, il y a quelque chose d'un peu pervers et en même temps d'assez normal. Il n'y a pas beaucoup d'occasions dans la Ve République d'aller aux urnes pour témoigner de sa colère ou de sa difficulté. Donc c'est ce qu'on dit toujours sur l'enjeu de faire exister la démocratie en dehors des séquences présidentielles. Là, il se trouve que ça tombe sur les européennes parce qu'on est 2 ans après la réélection d'Emmanuel Macron. Oui, clairement, la scène nationale joue et le RN en joue à fond. Et du coup, en parlant du camp macroniste... Il parle beaucoup d'élections de mi-mandat. Comment le Bardella parle toujours d'élections de mi-mandat, de référendum anti-Macron, etc. Quand il parle de l'élection... Oui, Mélenchon parle du premier tour de 2027. Oui, voilà, c'est vraiment... classique, quoi, ouais. Mais moi, je voudrais juste dire un truc, quand même. Un peu plus, quand même, mais bon, déjà là... Ouais, mais voilà, petit coup de gueule, voilà, ok. Non, moi qui observe depuis le RN, enfin, parce que moi, je suis le RN... Depuis Libération. Depuis Libération, ouais. Mais en regardant le RN. Rassure-nous. Voilà, j'essaye, ouais. Merde. Moi qui suis salarié du RN depuis 5 ans, voilà. C'est bien de le dire. Sur des fonds européens d'ailleurs, voilà. J'observe en fait les coups et les tentatives de la Macronie de saper le RN, etc. Et en fait, j'ai l'impression que ça marche pas et que je sais pas si ça les renforce dans les sondages, etc. Mais comme je les vois à chaque fois, enfin je vois que rien ne marche, quoi. Si on prend ces dernières semaines et l'entrée en campagne de Valérie Hayé, vous avez Valérie Hayé qui est la tête de liste de macronistes pour les élections européennes. Je crois qu'on dit Hayé. Ah ouais. Ok. Oui, non, mais je pensais moi je disais ailleurs avant. Moi aussi. Personne ne sait comment. Donc c'est Hayé. Il me semble. Des macronistes m'ont repris en me disant que c'était Hayé. Ok. Ok. Bon alors donc voilà. En gros ils ont fait 3 heures de meeting sur le RN. Vraiment l'entrée en campagne c'était que sur le RN, tout le monde a titré sur le RN, etc. Le RN derrière ils disent, alors bon ils ont beau jeu de dire ça évidemment, hein, mais ils disent en fait nous ça nous sert parce que ça nous met au centre en fait. Le RN, enfin la Macronie ne tape plus sur la gauche. Il tape sur le RN, mais avec avec une stratégie qui met le RN au centre. Et comme derrière la Macronie n'a jamais été totalement au clair sur sa situation par rapport au RN, c'est-à-dire que un jour Attal va dire c'est l'arc républicain, l'autre jour il va dire que les troupes russes, les troupes de Poutine, c'est le RN. Un jour Macron va dire que le problème du RN c'est son programme économique. Un autre jour qu'il ne faut pas utiliser d'arguments moraux pour s'attaquer au RN. L'autre jour, il va dire à l'Humanité, le quotidien proche du Parti communiste, que le RN c'est quand même l'héritier des gens qui ont buté Manoukian. Donc en fait, voilà. Donc moi, ce que disent les gens du RN, alors après, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, etc. Enfin là-dessus, je trouve qu'ils ont plutôt raison sur l'analyse. C'est que en fait, vu que un jour c'est le diable et l'autre jour c'est un partenaire qu'on élit à des postes de vice-président, la diabolisation ne marche plus, ou de moins en moins. Et finalement, diaboliser le RN aujourd'hui, c'est le mettre au centre du jeu. Donc finalement, c'est encore lui rendre service, puisque c'est lui l'adversaire numéro 1. De toute façon, c'est une question sur quoi faire face à la montée du RN, si ça fait pas 15 ans que c'est un sujet... Voilà. Mais juste, pour rebondir sur ce que tu dis... effectivement, sur le fait qu'ils changent tout le temps de stratégie. En fait, là, si on se recule un tout petit peu, ces 2 dernières années, ils ont surtout diabolisé la gauche.
en fait, à divers moments. Et en fait, on observe ce truc où en fait, ils diabolisent la gauche à certains moments. Ça a été la NUPES, puis enfin bon, il y a eu la séquence Sainte-Soline. La bataille des retraites aussi qui a beaucoup été ça. Puis les éco-terroristes, enfin il y a eu tout ça quoi. Et en fait les filles avec la séquence. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ils diabolisent la gauche mais comme des bourrins à certains moments et puis là hop, élection où le RN du coup est en tête et là tout d'un coup, on change de braquet et c'est le RN qui redevient le diable alors que justement on avait participé à les dédiaboliser. Et du coup, effectivement, cette stratégie de triangulation un peu dans tous les sens, en fait, du coup, c'est ça qui donne l'impression que ça qu'il n'y a pas de stratégie en fait, qu'il y a pas de tu sens que c'est un peu tout ça n'est pas très réfléchi et pas très constant en fait, et qu'il faudrait avoir si on veut être audible au bout d'un moment et crédible, il faut en fait non pas toujours dire la même chose, mais en tout cas choisir une bonne fois pour toutes où on se place et où on les place. Donc là, il y a eu clairement des coups de godille qui font que c'est inaudible. Après, c'est encore une fois, c'est issu de la présidentielle, cette espèce de c'est que comme on était dans cette espèce l'espèce de mécanique du barrage de deuxième tour qui a été l'assurance vie d'Emmanuel Macron les deux fois, et le fait qu'en fait personne se pose la question de savoir qui seront les deux forces en finale la prochaine fois, mais qui sera face à Marine Le Pen en finale. On a cette espèce de truc où en fait on questionne même plus et on se donne même pas les moyens d'essayer d'aller contester. Donc effectivement, il n'y a pas d'arme magique, c'est-à-dire diaboliser, c'est en partie utile parce qu'il faut quand même rappeler d'où vient ce parti, rappeler la xénophobie latente dans son programme. Enfin, donc, mais c'est pas suffisant. Décrédibiliser quand ça vient de la part d'un gouvernement qui est même pas foutu de faire une prévision de croissance ou de prévoir un déficit, c'est vrai que l'enjeu de la compétence est un peu plus difficile à manier. Donc en fait, c'est beaucoup. Et encore une fois, ce qui est complètement absent de cette campagne pour l'instant ou inaudible, c'est les propositions positives. C'est-à-dire qu'est-ce qui donne envie d'avoir envie de voter pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est pas tant de dire voter pour le RN c'est mal ou un score du RN ce serait catastrophique, mais qu'est-ce qui justifie, parce que le projet est enthousiasmant, parce que la proposition est crédible, parce qu'elle répond aux inquiétudes, aux difficultés, parce que l'échelon européen est le bon pour un certain nombre de sujets. Voilà, mais d'aller dire de nourrir la campagne avec du contenu qui donne envie plutôt que de simplement être dans cette espèce de réceptacle de la stratégie de la peur, quoi. Et moi je me posais la question, est-ce qu'au sein même du camp macroniste, ils se rendent compte que avec leur ambivalence, ils ont joué, on dit tout le temps jouer le jeu du RN, mais est-ce que si personne n'a voulu y aller, c'est qu'ils savaient que ça s'annonçait quand même pas génial, quoi. Si personne n'a voulu y aller, qu'en gros toutes les un peu les têtes d'affiche ou les chapeaux à plumes de la Macronie dont on a pu entendre le nom, à commencer par Bruno Le Maire, même si on peut imaginer qu'il n'avait pas grand-chose à y gagner, mais il y a eu une telle difficulté à ne serait-ce que trouver une tête de liste et à entrer formellement en campagne. Je suis même pas sûr que la liste soit finie. Non, elle est pas finie. Et d'ailleurs, il y a des questions qui se posent qui sont pas anodines. Là, il y a un truc qui vient de sortir dans l'Obs, selon lequel donc Pascal Canfin, qui était un peu la prise de guerre écolo de la Macronie en 2019, parce que il était patron de WWF, Macron voulait lui donner le ministère de l'écologie quand Hulot a démissionné et Canfin n'avait pas voulu. Et Canfin était président là de la commission environnement au Parlement européen, donc un gros poste. Il a participé à créer le Green New Deal. Et en fait, apparemment, là, ils hésitent à le reconduire. Et si jamais ils le mettent sur la liste, ils risquent de pas le mettre en bonne position sur la liste. Parce que comme dans la crise des agriculteurs, il y a eu une remise en cause des normes environnementales, du Green New Deal, tout ça, ils se disent, oh là là, est-ce qu'on assume ce truc-là? Et en plus, au niveau national, Attal a eu un discours sur, en gros, les normes, ça va bien, on va arrêter. Et ça, c'est pas, ça montre aussi de leur part qu'il y a un vrai tâtonnement stratégique. C'est-à-dire qu'au lieu d'assumer de dire, bah voilà, nous on est écolo et tout, ils se disent, ah bah oui, mais pour lutter contre l'extrême droite, peut-être qu'il faut retirer Canfin. Ce qu'ils disent aussi dans l'Obs, c'est que du coup, ils envisagent à la place de mettre un militaire. Donc, enfin, il y a toute une espèce de réflexion. Macron a pas mal procrastiné, en fait, ce sujet-là. Ah bon? Comme souvent. À son genre. Et ils sont en fait assez divisés là. Et récemment, Bayrou justement a dit, je sais plus s'il l'a fait savoir ou qu'il l'a dit justement
en petit comité, mais qu'ils trouvaient que cette stratégie du meeting qui visait à leur taper dessus, à taper sur le RN et à les mettre au centre, c'était pas une bonne stratégie. Juste de redire quelque chose qu'on a dit au début du stream, c'est que la campagne européenne par nature est une campagne tardive. Clairement, il n'y a pas encore eu tout ce qui peut faire un petit peu du bruit médiatique, qui va permettre aux gens aussi de se décider, c'est-à-dire des débats un peu répétitifs. On a eu quelques duels, il y a eu le premier débat sur Public Sénat, mais ça va s'accélérer, ça va mettre la question des élections européennes un peu plus au cœur de l'actualité, même si évidemment qu'il y a l'actualité en Ukraine, évidemment qu'il y a l'actualité entre Israël et le Hamas à Gaza, donc c'est pas évident de même dans des choix éditoriaux légitimes de faire exister les européennes. C'est un questionnement que beaucoup de médias ont aussi, en disant c'est important d'en parler parce que beaucoup se joue quand même dans cet échelon européen, et en même temps voilà, il y a des actualités qui sont suffisamment fortes, sans même parler des actualités nationales ou d'un certain nombre de faits divers qui peuvent émouvoir ou toucher. Donc voilà, il faut faire le pari que le meilleur est devant en termes de campagne européenne, et on disait qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas encore pris leur décision. Voilà, ça peut aussi faire un petit peu bouger les photographies. Là, encore une fois, on fait pas le bilan de l'élection, on essaye de commenter les équilibres ou les rapports de force au moment de l'entrée en campagne. Et ben justement, ça me pose la question, c'est quoi les gros sujets de ces élections européennes, et est-ce que dans leur programme les partis et groupes d'extrême droite, dont le RN, sont capables d'y répondre? Vous avez 2 heures. Non, mais déjà pour commencer, c'est quoi les gros sujets de cette élection européenne, enfin de ces élections européennes? Je sais pas. On parle quand même pas mal d'Ukraine, je crois. Ouais, parlons d'Ukraine. L'Ukraine, c'est intéressant parce que c'est un sujet important pour l'extrême droite et qui divise, qui fracture l'extrême droite européenne entre une extrême droite qui est plutôt atlantiste en fait, donc Giorgia Meloni qui est pro OTAN. Enfin, traditionnellement, une partie de l'extrême droite italienne a toujours été alignée sur les États-Unis. D'ailleurs, a été créée, financée souvent par les États-Unis. Par anticommunisme. Donc Giorgia Meloni, qui est l'héritière du fascisme italien, du parti de Mussolini, s'inscrit totalement dans cette filiation pro-OTAN. Donc ça c'est le groupe ECR qui est vraiment plutôt favorable à l'Ukraine, à l'aide à Zelensky. Les Polonais donc du PiS sont évidemment très anti-russes, ont très peur, etc. Et puis vous avez l'autre parti d'extrême droite qui est Identité Démocratie, qui est celui du RN, qui lui est vachement beaucoup plus aligné sur une position alors non alignée au mieux et poutinienne si on est totalement honnête quoi. Donc ça divise pas mal l'extrême droite, et c'est sans doute une des raisons, il y a d'autres raisons, mais c'est sans doute une des raisons pour lesquelles l'idée d'un grand groupe, d'un super groupe, donc qui rassemblerait toutes les extrêmes droites européennes, que Marine Le Pen vantait et promouvait au moment de sa campagne présidentielle, n'a pas vu le jour. C'est-à-dire que l'Ukraine a mis au jour en fait cette fracture là quoi. Voilà. D'ailleurs, Marine Le Pen a interpellé récemment, là ce week-end, Giorgia Meloni sur son soutien à Von der Leyen, voilà, montrant bien que ces deux extrêmes droites sont pas vraiment réconciliables quoi. Ouais, c'est un gros sujet. Après vous avez l'immigration, l'écologie. C'est ça, il y a d'autres sujets européens qui sont importants. On a eu une crise des agriculteurs, il y a la PAC, la politique agricole commune, si je dis pas de c'est un tiers du budget de l'UE. Ouais, donc autant dire que c'est un sujet qui est particulièrement important. Mais qui est un sujet compliqué pour le RN. On l'a vu pendant la crise des agriculteurs. On a vu qu'ils étaient quand même très à taper sur l'Europe dans cette circonstance-là, tout en ayant voté la PAC. Ça leur est suffisamment rappelé dans leurs échanges avec notamment les insoumis sur les plateaux. Et à l'inverse, on a vu qu'il y avait quand même une difficulté à trouver une position un peu audible sur la question des prix planchers qui pourraient profiter aux agriculteurs, puisque Jordan Bardella et Marine Le Pen ont dit tout et son contraire en 48 heures au moment du salon de l'agriculture. Donc, mais encore une fois, il y a évidemment des sujets qui sont importants à l'échelle européenne de régulation pour bien des sujets ou de réindustrialisation ou de effectivement prise en compte écologique, de frontières communes à l'échelle de l'Europe. Mais voilà, ça, on peut espérer que ce soit des sujets du débat à venir, et notamment un grand débat que Libération va organiser à la Sorbonne bientôt. Mais voilà, c'est vrai que ce que disait Nicolas, c'est que ce
qui pèse, ce qui clive, ce qui hystérise parfois aussi un peu la façon de se considérer, c'est les grandes crises internationales. Parce que quand même la guerre, c'est autre chose que une politique agricole commune, même si pour la vie d'un agriculteur, les deux pèsent. Mais donc voilà, la crise ukrainienne très près de nous et la crise au Proche-Orient pas si loin de nous, c'est sûrement aujourd'hui les principaux déterminants du vote de ceux qui ont déjà pris leur décision en tout cas. Ouais. Typiquement, par exemple, Lucie, sur d'autres enjeux européens, donc on a parlé de la PAC, mais il y a aussi les normes environnementales, puisque c'est aussi des enjeux qui sont européens. Le RN, ils sont en mesure de répondre à ces questions-là au niveau européen? Est-ce qu'ils ont des armes? Est-ce qu'ils ont l'envie? Est-ce qu'ils ont un programme? T'as dit le RN? J'ai dit le RN, ouais. Est-ce que le RN est mobilisé sur le sujet du Twitch? Oui, non, mais est-ce que le RN a des propositions sur l'écologie, c'est ça ta question? Ouais, et quel est le rapport à ça? Parce que ce que je veux dire, c'est que parmi les enjeux européens, il y a le recul des normes environnementales. Oui. Qui est l'un des enjeux européens. La place du RN là-dedans, elle est inexistante, j'imagine bien. Alors là, du coup, récemment, alors ça, c'est Nicolas qui est expert du sujet, sur est-ce qu'ils ont des positions sur l'écologie, est-ce qu'ils ont bossé des trucs récemment sur ça? Moi, leur seul vision, en gros, enfin, sur l'essentiel du discours, c'est quand même vraiment le discours anti-norme le plus populiste, quoi. Ouais. Et après, sur l'écologie, c'est une écologie qu'on appelle le localisme, sur lequel Nicolas a beaucoup écrit. Donc, je suis surpris qu'il embraye pas. Mais le localisme qui, en fait, est beaucoup plus mixé à l'idée moi, j'ai lu ces papiers avec vraiment beaucoup de gourmandise, donc, je vais en faire l'exégèse. Ils sont pas démodés. Ils sont pas démodés, ils ont pas vieilli. Donc, non, mais le localisme qui est quand même beaucoup plus une vision identitaire, en fait, et de repli à l'intérieur de nos frontières, voire, à l'échelle de nos villages et de notre belle France éternelle, mais il n'y a pas de discours sur ce que doit être la transformation de l'agro-industrie, de ce sont les enjeux auxquels sont confrontés les agriculteurs en termes de partage de la valeur. Donc voilà, tout ça, ils sont globalement, de toute façon, ils esquivent tout ce qui potentiellement peut les mettre en difficulté. Et on l'a dit plusieurs fois, ils n'ont pas besoin de faire tant campagne que ça et d'être tant précis que ça. Ils sont réceptacles de la colère à l'échelle nationale. Il y a un petit fond de sauce sur l'Europe, elle vous déplaît, ça tombe bien, nous aussi. Voilà, pas tellement besoin d'aller plus loin. Et s'il faut rajouter une petite touche de gros rouge qui tâche, voilà, l'Europe passoire et la submersion de l'islamisation rampante et youpi tralala, ça suffit. Si je du coup, parce que si on en vient à, du coup, si je résume ça, là, effectivement, il y a eu la crise des agriculteurs, qui a été l'occasion pour eux de parler de ça, et dès le début, Bardella s'en est saisi et tout ça. Et en fait, donc ils ont développé un discours anti-normes, anti-traité de libre-échange, en gros c'est leur position. Là en ce moment à l'Assemblée, du coup ils ont lancé une commission d'enquête sur la souveraineté alimentaire, qui du coup est censée être dans la veine de ce discours là sur le localisme et tout ça. Sachant que après, donc ça c'est le discours, la souveraineté alimentaire, on est contre les normes et tout. Dans le fond en fait, ils votent la PAC. Dans le fond, ils votent la PAC et surtout, en fait, finalement, leur position se rejoint là actuellement de façon un peu étrange parce qu'ils ont un discours très différent de celui de Macron. C'est-à-dire que Macron, lui, est dans un truc beaucoup plus du coup en faveur des échanges et tout ça. Mais en fait, sur le fond, les deux camps, c'est-à-dire le camp présidentiel et l'extrême droite, sont pour réduire la voilure sur par exemple la réduction des pesticides, réduire les normes et rester dans un modèle d'agriculture productiviste et du coup pas du tout faire la transition écologique sur les sujets d'agriculture. Et là sur ce sujet-là donc de l'agriculture qui est un tiers du budget européen et les questions du Green New Deal et de la transition, on a vraiment la gauche face à la droite. L'extrême droite et la Macronie. Et c'est juste qu'en fait, la Macronie et le RN, c'est des postures différentes parce qu'il y en a qui prônent, soi-disant, une économie du repli et tout ça. Mais en fait, le RN, il veut continuer d'exporter des produits français. C'est juste qu'il a et d'ailleurs, comme l'a relevé Nicolas ces derniers temps dans ses papiers, en fait là-dessus aujourd'hui ils disent une chose et son contraire en fait très régulièrement et on a un peu deux pôles, c'est-à-dire qu'on a Marine Le Pen, Bardella qui l'a contredit sur certains sujets
Et parce qu'au sein du RN, ils ont aussi consolidé au fil des années des gens qui n'ont pas du tout les mêmes filiations politiques, hein, et que cohabitent des gens qui ont une lecture plus sociale, d'autres qui ont une lecture plus identitaire, certains qui sont clairement des libéraux, d'autres qui sont clairement des étatistes. Et voilà, Marine Le Pen, elle a fini par faire sa sauce et Bardella prend la suite. Mais à l'époque où Marion Maréchal était à l'intérieur du Front National puis du Rassemblement National, elle était justement celle qui représentait toute la ligne libérale et très libérale même, qu'on retrouve chez Zemmour aujourd'hui, de l'extrême droite. Et même Jean-Marie Le Pen, voilà, c'était quand même, pour ceux qui s'en souviennent ou qui s'y sont intéressés, c'était des positions très très libérales sur bien des sujets économiques, tout en défendant en façade la souveraineté nationale française. Et sur les agriculteurs, le RN a rappelé, a prétendu qu'en fait eux défendaient depuis longtemps les agriculteurs, etc. C'est pas vraiment vrai. Ce qui est vrai, c'est que le RN a toujours, le FN puis RN a toujours contesté les traités de libre-échange, c'est vrai. Mais enfin, on retrouve des déclarations de Marine Le Pen jusqu'en 2018-2019 où elle est par exemple contre le glyphosate. Alors de façon totalement, ça sert à rien. Enfin, de façon dans l'air, quoi. À chaque fois que le RN en fait a émis des propositions écologiques, c'est toujours dans l'air, parce que c'est bien. C'est comme le localisme. Le localisme, ça veut dire que il vaut mieux acheter à côté de chez soi. Il vaut mieux produire à côté de chez soi. Mais tout le monde est pour ça. Enfin, à part quand il s'agit de faire des éoliennes, etc., machin, parce que là le RN est contre. Mais globalement, et là maintenant, globalement le type qui, donc ça c'était, pardon, je suis un peu confus. Donc à l'époque où le RN avait une ambition, le RN a eu une ambition écologie. C'était à l'époque où en fait il y avait un type qui s'appelait Hervé Juvin, qui a été député européen, qui a bossé avec Corinne Lepage, qui est rallié. Et donc lui, il préparait des discours à Marine Le Pen où il parlait de ça. Où il disait attention aux engrais, aux phytos, etc. Et puis maintenant, bon alors lui, il a été condamné en appel pour violence conjugale, donc il est plus là. Et le type qui a un peu pris le relais là-dessus, c'est Grégoire de Fournas, qui est un viticulteur qui fait de la piquette dans le Médoc, en gros. Un très grand producteur en termes de volume, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il fait des grands. Il fait du vin, quoi. Voilà. Et qui, s'il nous écoute, enfin voilà. Enfin, j'ai rien contre le Médoc en tant que tel, quoi. Mais bon, c'est pas du grand vin, quoi. Donc c'est du volume, etc. Et c'est un fan de produits phytosanitaires. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui est pour le glyphosate, etc. Et qui défend ça. Et en fait, sa ligne est en train de prendre le dessus, tout simplement parce que en ce moment, on va dans le sens des agriculteurs, quoi. Fan des travailleurs sans papier aussi dans les exploitations. Ouais. Enfin, c'est ça que. Encore une fois, c'est la force du RN, c'est le côté quand même attrape tout. C'est-à-dire que ils ont le sentiment de ne pas perdre de plume quand ils disent tout et son contraire. En fait, qu'il n'y a pas tellement de continuité, où on n'atteint pas de la continuité. Ils n'ont pas le boulet de l'exercice du pouvoir en disant quand vous étiez au pouvoir, vous faisiez ça. Aujourd'hui, vous dites autre chose. Donc en fait, c'est d'une certaine manière, c'est un parti qui cherche en permanence à prendre la bonne fenêtre avec un certain nombre de fondamentaux xénophobes. Il y a que sur l'immigration qu'il y a une forme de constance, mais sur le reste, honnêtement, c'est vraiment après il y a un savoir-faire dans la capacité à attraper, mais encore une fois, la grande force du RN, c'est aussi de jamais avoir exercé le pouvoir et de profiter de la faiblesse, de l'effondrement du spectre politique plus classique. Macron n'y est pas pour rien. Et oui, et puis après, c'est un parti qui tient avec les médias parce que typiquement un type comme Jordan Bardella, c'est quelqu'un qui n'a rien fait au Parlement européen. C'est quelqu'un qui, alors il a pas fait de travail parlementaire. Bon, à la limite, ok. Mais même il a pas fait de politique, c'est-à-dire en fait, il a pas noué d'alliance avec d'autres, etc. Il a pas réussi à attirer Orban dans son giron. Quand il va en Italie pour essayer de rencontrer des mecs du parti de Giorgia Meloni, il reste dans sa chambre d'hôtel. Donc c'est quelqu'un qui en plus politiquement ne fait rien. Par contre, c'est quelqu'un qui est très bon sur les plateaux télé parce qu'il a des punchlines, etc. Et en fait, on s'aperçoit assez rapidement que ces punchlines, ces phrases, ces formules, qui sont en fait des formules creuses, quoi. Et c'est quelqu'un qui on le dit passionné d'intelligence artificielle. Il va vous dire, vous savez, c'est le grand défi du 3e millénaire, etc. Et en fait, derrière, on s'aperçoit qu'il connaît pas le sujet. Et c'est comme l'agriculture où typiquement sur les prix planchers, le dimanche, il dit que
que Macron était contre les prix planchers, que c'est pas bien, etc. Et puis le lundi, il s'en mêle un peu les pinceaux, et puis en fait on comprend que les prix planchers c'est pas la bonne solution parce que il sort d'un rendez-vous avec un syndicaliste agricole qui lui a dit que les prix planchers c'était pas la bonne solution. Donc voilà. Et la semaine dernière, moi j'étais en vacances, donc j'ai lu l'article de mon collègue Tristan Berthelot, mais devant les patrons de la CPME, les petites et moyennes entreprises, il s'est fait corriger de plusieurs fois par les patrons parce que dès qu'on rentre un peu dans le dur, c'est compliqué. Ouais. Et le RN en général, c'est quand même beaucoup ça, quoi. Et en fait, vu que ça fait 50 ans que c'est le réceptacle de la colère, ça marche en fait. Jordan Bardella, quand il a été pris en faute par notamment lors de ce rendez-vous avec les patrons sur la question des seuils, enfin en gros, il maîtrisait pas techniquement le sujet. Ouais. Et il a dit je maintiens quand même ma proposition. En gros, on lui a dit ça existe déjà. Et lui, sa réponse, c'est de dire je maintiens ma proposition. Qui dans le chat est au courant que il est totalement incompétent sur les questions de droit du travail ou de droit social? Sûrement pas grand monde. Ouais, voilà. En gros, vous êtes en train de me dire que Jordan Bardella n'est pas un politique, mais est un rappeur et un bon punchliner. Oui, on est en train de dire aussi que le système médiatique laisse clairement émerger et voire glorifie parfois des gens qui n'ont pas le contenu ou la compétence nécessaire. Donc l'idée, c'est pas que de glorifier les techniciens, mais notamment quand on prend la tête d'une liste, qu'on fait la course en tête, peut-être confronter un tout petit peu plus fortement et non pas simplement subir une logorée d'éléments de langage permettrait pas forcément de diviser le vote du RN par deux parce qu'il est nourri par beaucoup de choses, mais permettrait quand même de mettre fin à une supercherie. Merci pour cette analyse. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a posé des questions à les gens qui nous suivent sur Instagram, et quand on leur a demandé ce que leur inspirait, ils ont dit oh non, pas Nicolas. nous aussi on a réagi comme ça. Voilà. Il est taquin, Jonathan, il est taquin. Et on leur a demandé ce que leur inspiraient les sondages favorables au RN en vue de ces élections européennes. Et on a eu deux réponses qui étaient intéressantes. Nicolas Vidal-Naquet qui nous disait beaucoup d'inquiétude et surtout la nécessité d'un sursaut d'une gauche de raison. Et un deuxième commentaire, Diego Vidal-Naquet, un très beau nom en plus. Très joli nom. Pierre Vidal-Naquet, qui est le nom de Pierre Vidal-Naquet, qui est un historien qui s'est battu toute sa vie pour le droit des Algériens à disposer d'eux-mêmes pendant la guerre d'Algérie, et puis pour prouver que Jean-Marie Le Pen avait torturé Pierre Vidal-Naquet. C'est un immense helléniste dont je recommande la lecture de multiples essais évidemment, mais c'est surtout quelqu'un qui s'est battu pour la reconnaissance de la torture, c'est-à-dire qu'en gros c'est quelqu'un qui disait que l'armée française avait torturé et que Jean-Marie Le Pen avait torturé. C'est un autre papier de Nicolas que vous pouvez lire. Ouais, c'est un autre papier voilà sur, on vous recommande ce monsieur, et ce commentaire de du coup Nicolas Vidal-Naquet faisait aussi écho avec une autre réponse de Diego Tonatiuh, si je dis pas de bêtises, qui disait malheureusement formidable helléniste aussi. T'as aussi une travail sur le et qui nous disait que ces sondages favorables au RN étaient malheureusement mérités vu l'état de la gauche. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense que c'est difficile toujours de dire c'est la faute à qui. Il y a une responsabilité collective, parce qu'on pourrait se dire que si la droite s'était pas extrême droitisée, en gros servant un peu de washing à une partie des idées du RN, on n'en serait pas là. On peut dire que si le macronisme n'avait pas été une déception quasi permanente, créant beaucoup de désespérance sociale, on n'en serait pas là. On pourrait se dire aussi que certes, si la gauche était unie, mais unie autour de quel socle commun sur les questions européennes ou internationales, ça aurait aussi été compliqué comme attelage, même si moi je le défendais à la base. Il faut reconnaître que depuis le 7 octobre, il y a eu quelque chose de compliqué à assumer. Depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a aussi eu des positions assez clivées. Moi, je serais pas aussi négatif que ça. Il y a une responsabilité collective, on a suffisamment eu l'occasion de le dire. Après, l'état de la gauche en termes de bloc, ça pèse à peu près pareil que la dernière fois, c'est-à-dire que c'est pas suffisant et ça suffit pas à être dans le match de tête. Mais je fais une hypothèse et il y en a plein qui sont possibles. Lucie évoquait tout à l'heure la croyance des Verts d'un rebond, en tout cas de dire que le meilleur est devant eux et que ils vont faire une remontada dans les semaines qui viennent. Peut-être. Jean-Luc Mélenchon, en tout cas la liste à laquelle il participe, celle de LFI, qui est aujourd'hui à 6%, donc très bas dans une élection qui réussit pas aux insoumis de façon traditionnelle. C'est aussi pour ça qu'il a prôné l'union de la gauche. C'était une façon de diluer l'échec annoncé de la liste LFI. Donc, est-ce qu'il va se passer quelque chose comme Jean-Luc Mélenchon a été capable de le faire pendant la présidentielle? On verra. En revanche,
revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a quelqu'un qui se détache en ce moment. Je sais pas si c'est ce que monsieur Vidal-Naquet appelle la gauche de raison. J'ai peur que ce soit celle de Bernard Cazeneuve et du PRG, qui est à peu près à 3%, 2% ou 1,5% dans les sondages. Mais en tout cas, Raphaël Glucksmann, qui porte les couleurs socialistes avec Place Publique, lui, il est autour de 11-12%. Et on l'a dit, au moins sur la question ukrainienne, il y a clairement une forme de dynamique. Donc, est-ce que il est capable de gagner encore 5-6 points et d'être au coude à coude avec les macronistes? C'est tout ce qu'ils espèrent. En revanche, autant le gros score du RN dit beaucoup de sa puissance pour 2027, autant l'éclatement des forces de gauche et la faiblesse de Macron montrent que tout reste à faire pour savoir qui va faire le match contre le Rassemblement national lors de la prochaine présidentielle. Et si je peux ajouter un point de vue un peu feel good, parce que on entend beaucoup dire, les gens sont très inquiets et très en colère de la gauche, et on entend beaucoup ce truc-là de ils sont nuls, ils font rien, tout ça. En fait, quand même, moi, j'ai l'impression qu'on est dans un moment un peu de flou, parce que de recomposition à gauche qui est entamée depuis, en gros, l'arrivée de Macron au pouvoir, en fait, et la fin du quinquennat Hollande et tout ça met beaucoup de temps. Mais c'est un moment un peu de recomposition qui est encore flou. On sait pas trop comment ça va se configurer. Est-ce qu'on va avoir une gauche unie ou deux types de gauche, mais comment et tout ça. Mais en tout cas, du coup, pour être un peu positif, ce serait faux de dire qu'en ce moment la gauche ne travaille pas, parce que il y a une nouvelle génération et dans tous les partis, c'est pas seulement chez les Insoumis. Et ils travaillent ensemble. Voilà, ils travaillent ensemble. Par exemple, à l'Assemblée, mine de rien, on dit que la NUPES n'existe plus. À l'Assemblée, ils ont pris l'habitude de travailler ensemble, et en fait, ça se passe très bien entre eux. Ça dépend un peu des commissions, mais par exemple, la commission des affaires sociales, ils sont hyper copains, ils travaillent très bien ensemble, et ils font des propositions, des contre-budgets, et du coup là en ce moment, pourvu qu'on s'y intéresse, et c'est vrai que dans les grands médias audiovisuels on n'en parle pas tant que ça, là la gauche travaille, et là et on dit qu'elle est divisée, etc. C'est pas toujours le cas, et en fait on met nous beaucoup l'accent en fait sur leur division. En fait, elle a sur certains sujets, certes, les questions internationales, ça devient, c'est toujours très compliqué, mais sur d'autres sujets, ils convergent plus que ça n'a pu être le cas par le passé. Et là, par exemple, cette semaine, donc c'était à l'initiative de François Ruffin, il y avait un piquet de grève vers Amiens. Il y avait 3 têtes de liste aux élections européennes: Marie Toussaint, le communiste Léon Desfontaines, et du coup il y avait Manon Aubry, non? Manon Aubry, et alors il y avait pas Glucksmann, mais par contre il y avait Chloé Ridel qui est porte-parole du PS et qui est sur la liste de Glucksmann, quoi. Et il y avait la patronne des Verts, il y avait un proche de Mélenchon, Younous Omarjee, donc, et ils étaient tous ensemble. Le RN a voulu venir sur le piquet de grève, ils ont réussi à le repousser. Enfin, il y a eu un cordon syndical pour repousser le RN, pour qu'il l'instrumentalise pas, qu'il s'empare pas du sujet de la grève. Et ça, c'est une image quand même qui montre que, au-delà des discours de ils sont divisés, ils se tapent dessus, il y a aucun avenir. En fait, il y a aussi d'autres choses qui se passent. Et en plus, ils disent tous que, en gros, là, il y a une séquence qui se joue, qui justifiait que chacun y aille dans son propre couloir, mais que, alors, ils le disent plus ou moins ouvertement. Hier, Manon Aubry, je crois, à Quotidien, dit, mettez-nous en tête et on rassemblera tout le monde. Marine Tondelier, elle a dit quasiment depuis le début que certes, il n'y avait pas de négociation sur le fait de faire liste commune parce que les Verts voulaient y aller par eux-mêmes, mais qu'au lendemain du scrutin européen, elle prendrait des initiatives, elle ferait des propositions pour une démarche commune. On voit que chez les Insoumis, certes, Jean-Luc Mélenchon pense que l'histoire ne peut que se répéter et qu'il sera candidat et qu'il refera la même campagne et que cette fois il y arrivera parce que le seuil sera plus bas à être au 2e tour. Mais il y a aussi une Clémentine Autain, François Ruffin, Garrido, Corbière, Simonet. Enfin, il y a quand même beaucoup de voix qui disent que, et qui sont un peu au diapason de ce qu'on voit dans les sondages chez les sympathisants de gauche, c'est que l'exigence ou la lucidité en se disant que seule l'unité peut être une voie de salut, ça continue à être quelque chose qui résonne fortement. Donc comment ça se fait? C'est forcément un chemin compliqué, mais si c'est l'horizon commun, c'est petite raison de se réjouir. Salut Gabi, qui d'une certaine manière vous remercie d'apporter un petit peu de feel good dans cette affaire de la gauche. C'était le rôle de Lucie, nous on est des gros pisse-froids. C'est cool d'apprendre que la gauche est en reconstruction parce qu'il y a du boulot. Il y a une rubrique sur le site de Libération d'ailleurs qui s'appelle La gauche qui travaille, pour ceux qui veulent aller voir ça un peu plus concrètement, avec pas mal d'articles qui, autant sur le fond des propositions que sur les initiatives politiques, donnent un peu de crédibilité et de réalité à ce qui ne pourrait être qu'une formule. Et pour prendre un autre message dans le chat, Lune Virtuelle qui se demande mais s'il y avait vraiment beaucoup de gens
de la gauche qui se sont tournés vers le FN parce que la gauche est nulle? Non. Non. Oh, non, pas parce que la gauche est nulle. Ils sont tournés vers le FN parce qu'ils en avaient, parce qu'ils veulent. Ah donc ils veulent priver les étrangers de droits sociaux. C'est pour ça que. Faisons quand même parce que donc il y a quand même du coup des gens qui votent à gauche qui se sont tournés vers le RN. Bah il y a sans doute des gens qui ont fait ça. Ouais. Récemment d'ailleurs, on a fait un portrait de croisée d'un syndicaliste qui donc un type qui s'appelle Frédéric Weber qui lors du conflit de Florange donc les métallos qui se battaient contre la fermeture des hauts fourneaux de d'Ayange donc en Moselle, combat vraiment sur lequel François Hollande avait été allé. Vous savez, c'est le moment où François Hollande allait est allé sur le piquet de grève, est monté sur le camion de la CFDT et a fait des promesses sur Florange, etc., de pas fermer l'usine. Ce type-là, il était CFDT, il votait PS. Moi, je l'ai rencontré et ensuite, après ce qu'il a estimé être la trahison de François Hollande, il s'est mis à voter Le Pen pour une première fois en 2017. Et là, maintenant, il a carrément rejoint. Il est devenu militant, donc il a abandonné ses mandats syndicaux. Il a rejoint ça. Moi, je suis allé à l'usine là-bas et j'ai vu effectivement des types qui étaient des ouvriers, donc qui étaient plutôt de gauche à la base, enfin beaucoup étaient de gauche, qui se sont mis à voter Le Pen, quoi. Donc oui, effectivement, on peut dire que la gauche, alors est-ce que c'est nul? Oui, elle a trahi certaines promesses. Est-ce qu'elle a trahi enfin c'est un bien grand mot, la classe ouvrière, etc. Donc il y a de ça, mais enfin majoritairement quand même quand on regarde les transports de voix, les reports de voix, etc. C'est quand même pas trop les gens de Mélenchon qui votent Le Pen au second tour, quoi. Enfin, je crois, hein, c'est pas non plus la majorité. À chaque fois, c'est un discours qu'on entend beaucoup, et quand on regarde la réalité, c'est beaucoup plus nuancé. Ce qu'on peut reprocher à certains électeurs de gauche, c'est dans une logique de barrage, d'avoir de moins en moins envie de jouer ce jeu-là dans un deuxième tour. Donc ils font défaut, sachant qu'on s'est rendu compte à l'inverse que côté RN, il y a une capacité de surmobilisation, plus on se rapproche d'une victoire possible. Donc ça oui, après sur les longues périodes, et on l'a vu dans plein d'élections plus locales, notamment dans le nord de la France et sur les terres d'élection de Marine Le Pen, oui, partout la gauche a failli, ce qui veut pas dire que la gauche d'une manière générale a failli, mais partout la gauche, en tout cas, a laissé dans la désespérance sur fond de désindustrialisation, de crise sociale, de détérioration des services publics, toute cette France des oubliés sur laquelle Marine Le Pen, dans toute la première partie de son émergence, a surfé. Oui, elle a sûrement ramené à elle des gens qui étaient culturellement ou historiquement des électeurs de gauche. Après, on peut pas non plus dire qu'il y a des vases communicants évidents entre les forces qui sont les plus antiracistes et les plus opposées, en tout cas les plus motivées à la défense des droits pour tous, vers un RN qui est quand même un parti xénophobe et de plus en plus droitier. Ce qui est sûr, c'est que là où il y a eu un transfert assez important, c'est d'une partie de LR vers et le RN et Zemmour. Où là, pour le coup, c'est quand même ça le truc le plus structurant. Et quand on voit le score de LR aujourd'hui, certes, qui a été de l'autre côté siphonné par le macronisme, mais voilà, le questionnement, il est plus sur comment, à force de parler comme l'extrême droite, et ça valait déjà sous Nicolas Sarkozy, ils ont ouvert les vannes vers un parti qui était jusqu'à présent un parti repoussoir. Donc voilà, ça plus l'habileté du RN, ça fait un cocktail qui est clairement plus dangereux qu'il ne l'a jamais été. Et pour ajouter un truc du coup sur la gauche, encore un peu feel good dans le côté, on essaie de positiver, sur les endroits où le RN monte depuis 2022, là ils bossent concrètement là-dessus, que ce soit au Parti Socialiste ou à la France Insoumise, il y a des gens qui vraiment se pose la question de, en fait, les territoires ruraux, périurbains, c'était du coup historiquement, enfin, il y a quelques bastions, en gros, dans les campagnes qui étaient des campagnes de gauche, par exemple les Landes, mais majoritairement, c'était la droite, en fait, qui a toujours été forte dans les territoires plutôt ruraux et qui, du coup, est progressivement remplacée par le RN. Et c'est vrai que la gauche est toujours pas forte, voire de moins en moins forte dans ces endroits-là. Et les écolos aussi travaillent là-dessus. Et à la France Insoumise, là, ils ont décidé, par exemple, d'acheter et d'ouvrir des permanences dans des endroits où le RN est très fort. Et je crois que la première, ils l'ont ouverte à Perpignan. Donc, il y a un travail intellectuel de fond. De la base, en plus. Ouais, il y a un travail, il y a un travail concret de terrain. C'est-à-dire, ils sont en train de réfléchir à comment, clairement, acheter des permanences. Peut-être, bon, ça, c'est pas encore fait, hein, mais peut-être mettre plus de sous pour aider les militants dans ces endroits-là à, justement, un peu
mener la bataille de terrain. Et après, un travail intellectuel, des bouquins, des notes qui sont écrites pour réfléchir sur comment, dans ces endroits-là, essayer de redresser la barre. Donc, voilà. Et juste pour revenir sur les dernières législatives, si le parti présidentiel avait autant joué le jeu que la NUP pour faire barrage au Rassemblement national, il y aura sûrement moins de députés. Donc après, c'est très sympa, une fois au pouvoir, de faire la leçon à tout le monde sur on est bien obligé de prendre acte d'une réalité. Voilà, on se souvient quand même qu'à force de mettre sur le même plan le candidat NUP et le candidat du RN, on sait très bien qui gagne à la fin. Et bah ouais, à ce moment-là, ils ont clairement du coup décidé qu'il y avait quasiment pas de barrage républicain. Après, ça dépendait des endroits. Mais par exemple, Jean-Michel Blanquer, donc qui était candidat dans une circonscription, lui, il a pas du tout appelé à faire barrage, et voire même il a eu des propos un peu qui laissaient entendre limite que la gauche était plus dangereuse que l'extrême droite. Et il y en a eu pas mal des candidats macronistes qui ont eu voilà qu'on refusait d'appeler. Et de l'autre côté du spectre, on a entendu François-Xavier Bellamy interrogé sur France Inter en début de semaine. Il l'avait déjà dit, mais il l'a répété, dire que ni en 2017 ni en 2022, au deuxième tour, il avait fait barrage à Marine Le Pen. Donc il n'est pas allé jusqu'à dire qu'il avait voté Marine Le Pen. On comprend qu'il s'est abstenu, mais le barrage, c'est pas en s'abstenant, c'est en allant voter pour celui qui est en face, en l'occurrence Emmanuel Macron. Ça veut pas dire qu'on le fait de gaieté de cœur, mais il faut quand même être capable de hiérarchiser les dangers. Et Bellamy, qui pendant la campagne présidentielle avait dit qu'au second tour, face à Macron, il voterait Zemmour. Éric Ciotti aussi. Ouais. Ça, c'est assez marrant, c'est parce que on a l'impression que le Zemmour est plus extrême que le il est RN. plus bourgeois surtout. Mais en fait, il est surtout plus bourgeois, quoi. Et en fait, quand vous parlez à des LR, les Zemmouriens, c'est quand même leur truc. Ils veulent les récupérer, quoi. C'est quand même leur truc, quoi. Alors que tous les Zemmouriens ne viennent pas de LR. Hein. Il y a des Zemmouriens, beaucoup de Zemmouriens qui viennent du FN et qui en ont marre. Enfin, voilà, quoi. Avant de conclure notre discussion, je voudrais qu'on revienne un peu sur cette élection européenne et le rapport du RN à cette élection européenne, notamment sur le fait que depuis plusieurs élections européennes, le RN a une place plus importante. Le RN a beaucoup de voix. C'est quoi ce qui caractérise cette élection européenne précisément pour le RN, celle de 2024? Pour le RN, ça veut dire quoi cette élection européenne? Encore une fois, le RN est sur un chemin dont l'horizon est 2027. Donc, il se trouve que là, l'élection un peu forte et symbolique qui vient leur permettre d'alimenter l'idée que la progression est constante, qu'elle continue, que malgré les coups de boutoir que les uns et les autres pensent leur envoyer, il y a quelque chose de plus solide qui s'appelle l'inexorable route vers l'Élysée. Donc là-dessus, eux, ils ne trébuchent pas. Ce qui pouvait être un enjeu, c'est plutôt d'être en recul, en repli, d'avoir une difficulté à mobiliser leur camp. Et on se rend compte que il y a une vraie solidité de ce socle-là. Après, il faut encore une fois, les élections européennes sont une élection traditionnellement très favorable au RN. En tout cas, c'est une élection où c'est loin d'être la première fois qu'il fait des scores significatifs. J'ai donné les scores au début d'émission, mais je le rappelle, 24,86% il y a 10 ans, en 2014, avec Marine Le Pen tête de liste, 23,34% en 2019 avec Jordan Bardella qui était déjà tête de liste une première fois. Donc il y a clairement une augmentation, mais si on se dit qu'il peut y avoir un tassement aussi dans la dernière ligne droite, une fois que les uns et les autres auront compris tout ce qu'il fallait pas faire dans cette élection et feront vraiment campagne, si le RN finit à 27, 28, j'allais dire par rapport à 40% dans un deuxième tour de présidentiel, on sera dans quelque chose qui est assez normal. Encore une fois, ce qu'il y a de vraiment signifiant, c'est le début de la fin ou la mort de plus lente, mais qui va s'accélérer, du macronisme. Il n'est pas dit que le macronisme, j'allais dire, survive à Emmanuel Macron. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait avec est-ce qu'il y aura une candidature de quelqu'un qui se sera imposé, est-ce qu'il y aura un éclatement potentiel du macronisme en deux écuries, par exemple, avec des gens qui peuvent pas se piffrer et qui pensent qu'ils sont l'homme de la situation, type Chirac, Balladur en d'autres époques. Dans un contexte comme ça, le niveau atteint par Jean-Luc Mélenchon la dernière fois, le niveau qu'il peut s'imaginer atteindre une liste socialiste, écolo, d'union, avec des communistes sans les communistes, on n'en sait rien, mais en tout cas une gauche en dynamique, si le seuil est à 18% pour un deuxième tour de présidentielle, c'est possible. Après, est-ce que la gauche au deuxième tour peut rassembler en barrage face à Marine Le Pen suffisamment de monde? Ça, c'est aussi une vraie inquiétude. Donc voilà, il y a un travail de vigilance pour dire que il faut pas s'habituer à un deuxième tour mécaniquement perdu par Marine Le Pen. Le risque n'a jamais été aussi important et il sera sûrement encore plus important à l'aube de 2027. En revanche, le jeu, même si c'est pas un jeu, reste très ouvert. La politique, c'est une dynamique, c'est une capacité à nourrir
nourrir les esprits et à donner envie. C'est de gros défis pour toutes les forces politiques, mais peut-être que après l'irruption du macronisme qui a percuté la gauche dans un premier temps, détruit la droite dans un deuxième temps, le temps de non pas la reconquête parce que le mot est typé, mais le temps du rétablissement d'un clivage plus intéressant pour le pays est venu. Et dans ces cas-là, voilà, vivement 2027 peut-être. Merci à tous d'avoir participé à cette discussion. C'est un joli mot de bon, je me suis un peu emballé sur la fin. C'est le lyrisme du micro. C'est ça.